Je m'appelle Jeremy Wade. Depuis 30 ans, je parcours le monde à la recherche de monstres de rivières légendaires. Il m'aurait noyé. C'est extrêmement violent. Il engloutit quelqu'un de petit en une bouchée. J'ai découvert des créatures auxquelles les gens ne croyaient pas. Il existe, le Goonch existe. Mais durant tout ce temps, l'une d'elles rôdait dans mon pays. Une créature dont on ignore la véritable identité, mais dont la légende dépasse toutes les autres. Les mythes de monstres d'eau douce, le Loch Ness. J'avais tiré un trait sur ce défi, mais j'ai appris au fil des années qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et maintenant, je ne peux ignorer la légende plus longtemps. Mais pourrais-je m'approcher de la véritable créature? Dans un voyage épique qui se transformera en véritable obsession, je voyagerai des profondeurs du Loch Ness jusqu'à d'immenses terres reculées et au-delà, afin de lever le voile sur ce qui se passe derrière la légende du Loch Ness. La légende du monstre du Loch Ness est internationalement connue. Que l'on croit ou non à la présence d'une créature dans ce lac, personne ne peut douter de l'impact qu'elle a sur notre imagination. Souvent dans mes enquêtes, je ne pars que d'un témoignage plutôt vague. Mais au Loch Ness, plus d'1 millier de personnes ont déclaré l'avoir vu. Ce mystère croule sous les allégations que je vais devoir examiner. Beaucoup de témoignages donnent des descriptions contradictoires. Il est donc pratiquement impossible de discerner le vrai du faux. Et on sait maintenant que certaines des photos les plus emblématiques du monstre sont truquées. Séparer les faits de l'imaginaire qui entoure ce monstre légendaire va représenter un défi monumental. Ce loch est bien assez profond pour enfermer un secret de taille. Mais quel est-il ? Le loch se trouve en plein cœur des Highlands écossaises. Mais avant de m'y rendre, je commence mon enquête dans le plus vieux musée d'Écosse, le Hunterian à Glasgow. Je suis ici pour examiner une pièce toute particulière. Voici le squelette fossilisé d'un reptile aquatique préhistorique du nom de plésiosaure. C'est devenu ce que beaucoup de gens croient être le monstre du Loch Ness. Mais je n'arrive pas à me faire à cette idée. Et non pas car cette créature est préhistorique. De nombreux monstres que j'ai attrapés au cours de mes enquêtes nageaient déjà dans les fleuves et les océans à l'époque des plésiosaures. C'est un véritable dinosaure aquatique. Et ce n'est pas non plus à cause de sa taille. Le loch est bien assez grand et profond pour abriter une créature aussi grande. Pour moi, le problème majeur dans cette théorie, c'est le fait que les plésiosaures étaient des reptiles. Et tous les reptiles, même ceux qui vivent dans l'eau, respirent à l'air libre. Cet animal devrait donc remonter à la surface plusieurs fois par jour pour respirer, ce qui le rendrait visible. Il me semble difficile de croire qu'un lac aussi scruté que le Loch Ness puisse cacher pendant si longtemps un animal qui respire à l'air libre. Si ce n'est donc pas ce monstre qui vit dans le vaste loch écossais, qu'est-ce qui s'y cache? En volume, le Loch Ness est le plus grand lac d'eau douce de Grande-Bretagne. Il fait plus de 35 km de long et à certains endroits plus de 200 mètres de profondeur. Il remplit une dépression creusée par des glaciers le long d'une ligne de faille créée lorsque la plaque portant l'Écosse s'est écrasée contre la Scandinavie, il y a 400 millions d'années. Ancien, sombre et glacial, quel secret se cache dans ces eaux sans lumière?
La plupart des mystères sur lesquels j'enquête sont assez obscurs et connus seulement de quelques autochtones, mais cette affaire est différente. Le Loch Ness est un lieu célèbre partout dans le monde. Un examen de ses profondeurs est-il donc une entreprise trop difficile? Je dois me persuader que non. On dit qu'il y a toujours eu quelque chose de sinistre dans l'eau ici. Mais le monstre n'a attendu que le début du XXe siècle pour faire enfin surface. Avant les années 30, cette route sur laquelle je roule n'existait pas. Il n'y avait pas vraiment d'accès pour les gens de ce côté du lac. Mais dès que la route a été mise en place, c'est là que les fameux témoignages ont commencé et que le monstre du Loch Ness a acquis sa réputation internationale. Le témoignage le plus célèbre date de 1933, lorsqu'un couple de la région, Monsieur et Madame McKay, roulait sur la route d'Inverness, alors récemment remise en état. Soudain, Madame McKay aperçut une créature géante dans l'eau, avec un dos semblable à celui d'une baleine. Mais le temps que son mari puisse arrêter la voiture, la bête avait disparu. Le journal local publia un rapport, en utilisant pour la première fois le mot monstre en rapport avec le loch. C'est ainsi que naquit la légende. Environ 1 million de personnes visitent cette région de l'Écosse chaque année. Et nombreux sont ceux qui espèrent apercevoir le monstre. Certains le cherchent en vain toute leur vie. Mais Val Moffat ne vivait au bord du loch que depuis 1 an, lorsque, tout comme les McKay, elle aperçut quelque chose depuis la route. J'arrivais sur la colline, je revenais d'Inverness. J'ai regardé de l'autre côté de la baie et j'ai vu cette bosse sombre dans l'eau, d'un gris ardoise. Elle luisait à cause de l'eau. On aurait dit un bateau retourné. Je n'ai pas compris. Puis j'ai pensé au monstre. J'aurais aimé me garer et mieux regarder, mais j'avais des voitures derrière moi. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai regardé 3 à 4 fois. Puis plus rien. Comment êtes-vous sûr que c'était vivant? Ça n'avait pas du tout la même taille que les vagues. C'était immobile. Ça ne bougeait pas comme le font les remous. Je n'ai jamais vu de vague aussi imposante. Vous ne l'avez vu qu'une seule fois? Non, je l'ai réaperçu environ 10 ans plus tard. C'était de ce côté-là du lac et j'avais une amie avec moi. Au moment où on l'a regardé, il est redescendu sous l'eau, en créant toutes ces vagues derrière lui. À sa façon de plonger, on voyait que c'était quelque chose d'animé. Mais il n'a pas refait surface. Il a été visible quelques instants, puis il a disparu. Il avait la même forme cette fois? C'était exactement la même créature, mais juste devant la maison. Il y avait une dame qui vivait au coin. Elle l'avait vue 13 fois. Elle décrivait exactement la même chose que moi. D'accord. C'est intéressant cette sorte d'image stéréotypée qu'on a d'un animal avec plusieurs anneaux, ou avec un long corps et un grand cou, alors que les gens qui vivent ici et qui ont vu quelque chose ne donnent pas du tout cette description. Ce serait plus comme une coque de bateau retourné. Oui, c'est une créature avec un corps bien massif. Val a été très claire. C'est bien le monstre qu'elle a vu. Et elle connaît aussi d'autres gens qui l'ont aperçu. Ils décrivent tous la même chose. Et ce n'est pas du tout ce serpent de mer à bosse qu'on a dans la description habituelle de la bête. Il est l'heure de me servir de mes talents de chasseur pour résoudre ce mystère. Le terme loch désigne en gaélique écossais un lac ou un bras de mer. Et le Loch Ness est tellement vaste qu'il pourrait engloutir Manhattan. Bien qu'il soit situé dans mon propre pays, c'est la première fois que je lance une ligne dans ces eaux obscures et insondables. Je n'espère évidemment pas remonter directement un monstre. Mon premier projet est de comprendre de quoi il pourrait se nourrir. C'est la pêche la plus rudimentaire qui soit. C'est la procédure classique qu'un petit garçon utilise quand il part pêcher pour la première fois. C'est un ver de terre, ou un lombric comme on l'appelle parfois, sur un hameçon. On le lance et il bouge, en plus de dégager une certaine odeur.
Qui pourrait résister à ça? Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait rôder sous la surface. Mais si quelque chose est tenté par cet appât qui gigote, alors il me donnera un premier aperçu de ce qui se trouve dans les profondeurs obscures de l'étendue d'eau la plus mystérieuse du monde. Voilà, c'est parti. C'en est un? Je pense. J'ai l'impression d'avoir remonté la créature la plus gluante du lac. L'une des images stéréotypées du monstre du Loch Ness montre quelque chose qui ressemble à un serpent, un animal tout en longueur avec des bosses qui ressortent de l'eau. Et voilà une créature qui ressemble à un serpent et qui vit dans l'eau, une anguille d'eau douce. Ce prédateur visqueux est originaire des lieux. Il était pêché à une époque pour sa viande, mais l'espèce est aujourd'hui gravement menacée. Cette chose doit sans doute faire 30 grammes ou quelque chose comme ça, mais elles peuvent grossir jusqu'à 2 ou 2,5 kg et mesurer jusqu'à 100 ou 120 cm. Les anguilles d'eau douce les plus grandes du monde sont les anguilles de Nouvelle-Zélande. Regardez ça! Regardez ça! Regardez ça! Mais aussi grosse soit-elle, même en atteignant les 2,50 m, elle ne pourrait se mesurer à la légende du Loch Ness. Cette anguille européenne pourrait-elle nourrir une créature bien plus grosse qui parviendrait d'une façon ou d'une autre à rester cachée? Je continue à pêcher, mais les seuls animaux qui mordent sont ces mêmes anguilles. Il y a beaucoup de poissons, mais ils sont tous de la même espèce et tous aussi petits. De toute façon, par le simple fait de jeter un œil aux alentours, on sent que c'est un lac qui n'est pas très productif. Si on suit la ligne de cette colline, on voit que ça plonge dans les profondeurs. Donc on n'a pas de haut fond baigné par le soleil et envahi d'herbes qui permettent le développement d'organismes situés à la base de la chaîne alimentaire. Comparé à beaucoup d'endroits dans lesquels je me suis rendu, on sent qu'il y a peu de vie ici. Je commence à me demander si ces eaux profondes et obscures peuvent véritablement abriter une forme de vie, quelle qu'elle soit. Il me faudrait des informations de la part d'un initié. Le pêcheur Alex Sutherland a attrapé son premier saumon dans le lac il y a 50 ans et connaît bien le folklore séculaire de ce lac mystérieux. Il y a quelque chose de différent à propos de cet endroit, plus que le phénomène naturel. Il y a une présence. Il existe une histoire sur la façon dont est né le lac du Loch Ness. Ça pourrait vous surprendre, mais il n'y a pas toujours eu de l'eau ici. C'était une jolie vallée verdoyante, avec des fermes, des champs. Et en bas de la vallée, il y avait un puits très spécial. Les gens du coin avaient des instructions strictes de la part de leurs saints. Toujours remettre le couvercle sur le puits après s'y être servi. Un jour, une dame de Glen Urquhart, qui venait d'une petite ferme, était en train de puiser son eau quand elle entendit l'un de ses enfants crier depuis la colline. Elle partit rejoindre son enfant en courant, mais en laissant le puits ouvert. Et à ce moment-là, le puits commença à déborder. Et les gens eurent beau tout essayer pour remettre le couvercle, ils n'y arrivèrent pas. L'eau continua de sortir et finit par devenir le lac qu'on a aujourd'hui. Et quand on leur demandait ce qui était arrivé à l'endroit, les gens du coin répondaient en gaélique, ce qui signifie « il y a un lac à la place maintenant ». C'est comme ça que le Loch Ness obtint son nom et on ne revit plus jamais les petites fermes et les pâturages. C'est une drôle d'atmosphère qui règne ici. On a les montagnes, l'eau profonde, un château. Pour beaucoup de visiteurs, cet endroit fait fonctionner l'imagination. Oui, et comme on dit en gaélique, le monstre du Loch Ness pourrait bien être là aussi. Si on remonte dans la légende, il existait un esprit des eaux sous la forme d'un cheval qui sortait du lac, prenait vos enfants et repartait avec eux dans l'eau. C'était une véritable crainte dans l'esprit des premiers habitants. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'inhabituel? Vous n'êtes pas la première personne à me le demander. J'ai l'esprit ouvert et il y a sûrement des choses qu'il me reste encore à voir. Alex me raconte une autre histoire. Un ancien récit relatant l'attaque sauvage et le meurtre d'un homme par un monstre, ici même, il y a environ 1500 ans. Si l'histoire est vraie, elle pourrait changer la donne.
C'est la première indication d'une bête qui se cacherait dans ce lac et qui serait non pas un doux géant discret aperçu de loin, mais un mangeur d'hommes. Et bien que l'eau elle-même puisse paraître claire, je pense qu'elle recèle un secret opaque qui permet à la bête de rester cachée. Ces eaux ici me rappellent beaucoup celles qu'on a en Amazonie, ce qu'on appelle les eaux noires, celles du Rio Negro par exemple, dans lequel l'eau est colorée, mais avec quand même un certain degré de transparence. Donc je vais faire descendre ce disque, qui présente visuellement un fort contraste, avec la corde que j'ai là, et qui donne les mesures en mètres. Comme ça, j'aurai des chiffres, je saurai quelle est la profondeur à laquelle il disparaît de ma vue. C'est très clair, on le voit très bien sur les premières dizaines de centimètres. Je continue à le faire descendre. Je peux toujours le voir, je le vois toujours clairement. On est bien à 2 mètres, 2 mètres 10. Je le vois. Et je ne le vois plus. Bien. Donc, c'est par là qu'il a plus ou moins disparu de ma vue. C'est marqué en mètres. Ce point-là marque les 5 mètres. Il y a 50 cm de marge, donc on doit être à 4,50 mètres. C'est la profondeur à laquelle le disque disparaît de la vue. Donc cette eau qui semble être transparente finit par tout engloutir à un moment donné. Le disque ne mesure la visibilité que d'une vue plongeante. Pour comprendre comment un prédateur chasse dans ce lac et voir de quoi il se nourrit, j'ai besoin d'une perspective toute différente. Je ne peux laisser passer la chance de voir de mes propres yeux ce qui vit sous la surface du lac le plus mystérieux du monde. L'eau est translucide, mais teintée, de la couleur du thé, ce qui est dû à la tourbe des marécages qui baignent les montagnes alentours. Plus je descends, plus il fait sombre, jusqu'à ce que je finisse par être dans le noir complet. Cette eau est très intéressante. Quand on s'approche, on peut voir le fond. Il y a cette illusion de clarté. Mais si on continue de suivre le lit du lac, il y a une transition soudaine vers des eaux plus profondes dans lesquelles c'est tout simplement le noir complet. Ce n'est pas dû au limon ou à la vase, c'est cette coloration de l'eau qui engloutit toute la lumière. Il est impossible de voir la présence d'un monstre dans cette obscurité. Souvent, mes parties de pêche m'emmènent jusqu'à l'autre bout du monde. Le Loch Ness est pratiquement sur le pas de ma porte, mais cela m'a-t-il fait sous-estimer ce qui pourrait rôder dans ces eaux vastes et obscures. Dans ces profondeurs, une créature de la taille d'un sous-marin passerait inaperçue. C'est vraiment très effrayant. Et l'eau est aussi très froide. J'ai hâte de sortir. S'il y a dans cette eau une créature géante, elle doit alors être capable de chasser dans le noir le plus complet, à peut-être plus de 200 mètres de profondeur. Peut-être que ses proies se cachent également au fond. Impossible de savoir. Mais d'après ce que j'ai vu, je commence à avoir des doutes. Y a-t-il suffisamment de poissons dans ce lac pour nourrir un monstre? S'il y a quelque chose dans ce lac, quelque chose qui pourrait avoir inspiré même l'un de ces témoignages, alors qu'est-ce que je recherche? Un prédateur d'eau douce géant qui chasse dans le noir et dans le froid et qui pourrait rester caché pendant des années. Est-il même possible de trouver une bête pareille? J'espère qu'un homme en particulier pourra me donner quelques réponses. Le scientifique Adrian Shine scrute ces eaux obscures depuis plus de 40 ans. Il est l'instigateur de l'enquête la plus audacieuse jamais menée sur le Loch Ness, l'opération Deep Scan. À l'époque, dans les années 80, elle coûta plus d'1 million de dollars et déploya 20 vaisseaux pour balayer les profondeurs du lac sur toute sa longueur à l'aide de sonars. Aucun monstre ne fut découvert, mais cela ne mit pas un terme aux recherches inlassables d'Adrian dans ce lac unique, pour trouver ce qui, selon lui, pourrait ou non survivre dans ces eaux froides et obscures. Pouvez-vous me dire ce qui est si particulier ici?
Cet endroit est particulier au Royaume-Uni parce que c'est le plus grand volume d'eau que nous ayons. Il y a plus d'eau dans ce lac qu'il n'y en a dans toute l'Angleterre et le Pays de Galles réunis. Ça représente une grande quantité d'eau. C'est un lac qui s'est formé sur une ligne de faille. La ligne de faille elle-même doit avoir 380 millions d'années. Mais le dernier processus géologique qui s'est déroulé ici, c'était pendant l'âge de glace, quand un glacier est descendu par là. Et ce glacier a disparu il y a à peu près 10 000 ans. Donc le lac qu'on a aujourd'hui n'a pas plus de 10 000 ans. Ce n'est pas une sorte d'impasse évolutive pour les dinosaures. Tout ce qu'on a dans le Loch Ness, c'est ce que la glace nous a laissé. Adrian pense que les phénomènes de surface d'un lac de plus de 200 mètres de profondeur peuvent être trompeurs et produire des illusions dans les vagues. Il suffit de regarder le sillage des bateaux par temps calme. Et on voit beaucoup de serpents à bosse. Ça a été reconnu dès les premières enquêtes sur le sujet. Depuis plus d'un siècle, de grands bateaux parcourent les 35 km du lac, parallèles au rivage, en formant des remous derrière eux. Ces derniers peuvent encore troubler la surface une demi-heure après le passage du bateau et sont clairement visibles depuis la route. Une image commune, plus difficile à expliquer, est celle du plésiosaure, le reptile marin de l'époque des dinosaures, avec ce long cou et cette bosse. Les oiseaux aquatiques peuvent expliquer cette image. Il y a plein d'autres choses qui peuvent fournir des explications. On voit parfois des troncs flotter sur le Loch Ness, et les troncs peuvent donner l'impression d'aller contre le vent. Les stéréotypes et les photographies classiques n'ont certainement rien à voir avec ce qui vit peut-être ou ce que l'on voit dans le Loch Ness. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas apercevoir certaines choses dans ces eaux. Mais si on ne tient pas compte du sillage des bateaux et des troncs flottants, est-ce qu'il pourrait quand même y avoir quelque chose de vivant là-dedans? Les poissons qu'on a ici, comme le saumon, la truite brune, l'omble chevalier, tous ces poissons sont venus de la mer et ont remonté les 11 km du fleuve Ness. Donc il est possible qu'une grande créature ait remonté le fleuve depuis la mer. On sait depuis une vingtaine d'années que des phoques entrent dans le loch assez souvent. Ils suivent les saumons, puis ils repartent parce qu'ils ne trouvent pas assez à manger dans le loch. Les phoques gris mâles peuvent faire jusqu'à 2,50 m et 300 kg. Mais Adrian pense que des monstres aquatiques encore plus gros pourraient visiter le lac depuis la mer. Il y a un autre candidat que je ne devrais pas suggérer, qui pourrait théoriquement être impliqué. C'est l'esturgeon. L'esturgeon est un poisson très primitif aux allures de reptile. C'est une créature très grande qui a l'apparence d'un monstre. Il est concevable que de temps à autre, un esturgeon qui aurait de petits problèmes de navigation remonte en effet le fleuve Ness jusque dans le lac à la recherche d'une partenaire, soit déçu et reparte. Adrian juge donc possible qu'un monstre entre dans le lac de façon provisoire, puis reparte. Le fleuve Ness, qui connecte le loch à la mer, ouvre tout un champ de possibilités. Cela pourrait expliquer qu'une immense créature soit aperçue dans cette étendue d'eau où il n'y aurait pas assez de poissons pour nourrir de grands prédateurs à demeure. Mais cela signifie-t-il que l'esturgeon est le premier candidat? Je ne le pense pas. Les esturgeons n'ont pas de dents. Et Alex m'a dit que la bête, dans les textes anciens, en avait assez pour tuer un homme. Y a-t-il un autre candidat plus armé et meurtrier dans ces eaux? Je me dirige vers le fleuve Ness pour le découvrir. Mon voyage est sur le point de devenir plus risqué. L'itinéraire entre le loch et la mer n'est pas une balade de santé. On a là un obstacle significatif, un niveau d'eau plutôt bas, un courant rapide. Et même si j'avais la tête hors de l'eau, je sentais les roches au fond. L'eau est trop peu profonde ici pour qu'un géant puisse passer à cette période de l'année. Mais en temps de crue,
le fleuve peut monter de plus de 2 mètres au-dessus du niveau actuel. Le fleuve Ness est un cours d'eau chéri et protégé pour ses saumons. Et ce n'est que grâce à une permission spéciale que je peux pêcher dans ces eaux sans craindre les poursuites judiciaires. J'ai hâte d'enquêter et d'attraper un poisson. Une ligne de pêche me donnera également des informations sur la topographie du fleuve. Apparemment, même si le niveau de l'eau est bas, cet endroit plus calme de l'autre côté doit faire 4 ou 5 mètres de profondeur. C'est typiquement le genre d'endroit où n'importe quelle créature qui remonterait le fleuve jusqu'au lac pourrait se reposer. Donc je vais essayer de lancer mon leurre là-dedans, le laisser couler, et je vais maintenir la canne bien en hauteur, parce qu'entre cette zone calme et moi, il y a ce courant très fort. Il pourra emmener le leurre. Je veux qu'il reste là-bas aussi longtemps que possible. Un leurre aux couleurs vives devrait attirer l'attention dans ces eaux teintées par la tourbe. Mais s'il y a bel et bien quelque chose qui rôde dans ces poches profondes, il ne tient pas à signaler sa présence. Comme c'est souvent le cas dans la chasse aux monstres, je dois y aller au feeling et essayer de me construire une image mentale du fleuve pendant que je voyage vers l'aval jusqu'à l'endroit où il rejoint la mer. Nous y voici. C'est l'embouchure du fleuve Ness qui donne sur le Firth de Moray. C'est le lieu de passage de tout ce qui entrerait dans le fleuve Ness depuis la mer. Mais au-delà s'étend tout un nouveau monde de créatures marines. Et ce n'est pas mon domaine. Quel chemin puis-je donc prendre à partir de là? Depuis mon arrivée au Loch Ness, j'ai découvert que malgré sa taille, très peu d'animaux y vivent. Le scientifique Adrian Shine étudie le lac depuis plus de 40 ans et n'a recensé que 6 espèces de poissons d'eau douce qui y vivent de manière permanente et dont aucune ne dépasse les 120 cm. Il est clair qu'aucune créature d'eau douce ne pourrait correspondre au témoignage que j'ai entendu. Mais il y a une connexion, le fleuve Ness, entre le loch et la mer. Et d'expérience, je sais que parfois de gros animaux marins peuvent s'avancer loin dans les terres. Le plus tristement célèbre est le requin bulldog. Mais ces grands prédateurs chassent en milieu tempéré. Ils ont besoin d'une eau qui dépasse les 15 degrés centigrades et ne pourrait survivre dans les 5 degrés centigrades du loch. Mais peut-être un autre prédateur le peut-il. Quelque chose qui suivrait ses proies depuis la mer en remontant le fleuve jusqu'au loch. Quelque chose qui se nourrirait de saumons migrateurs ou même de phoques. Je veux trouver ce qui vit ici, dans les eaux côtières écossaises. J'ai trouvé quelqu'un qui prend la mer ici tous les jours. Gwyn Tanner est le capitaine du petit port d'Avoc, situé dans le Firth de Moray, non loin de l'embouchure du fleuve Ness. Il aperçoit régulièrement de grandes créatures marines près des côtes. Juste là, regardez. J'espère trouver quelque chose de bien plus gros que ce que j'ai vu jusqu'à présent dans le lac. Là, voilà. Ça pourrait être ce que je recherche. Ce sont de gros animaux, mais ils sont reconnaissables. Ce sont des dauphins. C'est la population de grands dauphins résidente la plus septentrionale du monde. Les adultes d'un gris foncé peuvent atteindre les 4 mètres de long. Tout le monde sait que l'on ne peut se fier aux estimations de taille d'un objet situé dans l'eau. Ces dauphins pourraient donc être à l'origine de certains témoignages. Mais cette théorie présente une faille, tout comme celle du plésiosaure ou des phoques gris. Ils respirent à l'air libre et montent souvent à la surface, en plus d'être facilement identifiables. Ce n'est pas la créature du lac. Mais les apercevoir ici me montre que les eaux situées au seuil du Loch Ness peuvent abriter des populations de grands prédateurs. Un groupe de dauphins tente une embuscade à une proie dans l'ombre d'un fort du XVIIIe siècle construit pour défendre la baie des attaques. Il y a un groupe de dauphins dans ces remous juste là. C'est l'endroit classique pour un prédateur en embuscade, parce qu'on a le courant qui pousse de ce côté-là. Et ici, on a une eau plus calme, où les poissons viennent se reposer, notamment les saumons. Donc les dauphins savent où la nourriture se trouve, et ils chassent ici.
Ces dauphins chassent les saumons qui sont en route vers le loch pour se reproduire. Mais les saumons ne sont présents qu'à une certaine saison. Il doit y avoir d'autres poissons dans la baie pour nourrir les prédateurs le reste de l'année. Je décide de lancer une ligne pour le découvrir. Gwyn a suggéré que j'utilise 6 hameçons, chacun avec une plume d'une couleur différente et avec un poids au bout. Je vais attendre que ça touche le fond de l'eau, et Gwyn dit qu'en me servant de ça, je pourrais peut-être attraper ce que mangent les dauphins. Une fois les leurs dans l'eau, je bougerai la canne de bas en haut et de haut en bas pour leur donner un peu de vie. Mais y a-t-il une créature plus large que les dauphins dans ces eaux? Un jour, on a eu une baleine de mink qui a fait surface à peut-être 40 ou 50 mètres de nous. Elle a nagé vers nous, puis elle est passée sous le bateau avant de remonter de l'autre côté. Elle devait faire 10 mètres de long. La baleine de mink a une taille qui correspond au témoignage, mais c'est encore un animal qui respire à l'air libre et qui serait facilement identifié. J'ai enfin la chance de voir par moi-même ce dont les dauphins se nourrissent. Il y a quelque chose! Un maquereau, bien nourri et rutilant. L'abondance de proies dans la baie doit attirer d'autres prédateurs. Est-ce qu'il y a d'autres grosses créatures qui viennent dans ces eaux? Ici, on pêche la nuit. Un soir, on a remonté le filet, on l'a retourné et on a vu ce bout de queue, puis l'animal en entier. Une créature serpentine qui s'agitait dans tous les sens et qui, selon Gwyn, faisait plus de 3 mètres de long. Un animal énorme. Il l'envoyait tout balader. Un pêcheur finit par l'attraper par la queue et le faire glisser par-dessus bord. On n'a jamais rien vu de tel avant ou après cet incident. La bête furieuse est un congre d'Europe qui ne vit qu'en eau salée. C'est la plus grosse anguille de mer qui soit. Elle peut peser jusqu'à 140 kilos. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un congre qui évoluerait en eau douce. Mon voyage dans le Firth de Moray m'a montré tout un nouvel éventail d'énormes candidats potentiels. Ça contraste donc pas mal avec le lac. L'eau est moins profonde mais pleine de vie, y compris de grands prédateurs et quelques rares visiteurs. Mais jusque-là, aucun des candidats potentiels que j'ai rencontrés ne peut expliquer les témoignages sur lesquels j'enquête. Les gens ici croient en la légende du monstre depuis des siècles, et il y a forcément un brin de vérité là-dedans. J'ai une dernière piste à suivre. L'histoire ancestrale que le pêcheur Alex Sutherland m'a racontée sur cet homme tué par une bête aquatique dans le fleuve Ness. Ce pourrait être ma dernière chance d'obtenir des indices sur l'identité du monstre. Ces terres étaient à une époque habitées par de mystérieux païens connus sous le nom de Pictes. Au VIe siècle, un moine irlandais, Saint Columba, vint convertir les Pictes au christianisme. On dit qu'il accomplit de nombreux miracles, dont l'expulsion d'une bête aquatique du fleuve Ness. Je rencontre une archéologue qui est une spécialiste de l'histoire et des légendes de la région. J'espère que Kate McCulloch pourra me décrire le genre de créature qu'était la bête en question. Columba est tombé sur une scène où un homme avait été sorti de l'eau. Il avait été attaqué par une sorte de bête aquatique ou monstre de rivière. Les gens dans la région, autour du fleuve Ness, étaient terrifiés. Mais Columba ne prit pas peur. Il envoya l'un de ses disciples dans l'eau. Et le monstre remonta des profondeurs. Columba a démontré la puissance de son dieu en chassant cette bête, en lui ordonnant de quitter le fleuve. Il semblerait qu'il l'ait poussé jusqu'au loch. Il y a une description de la créature dans ce livre?
Rien qui suggère quoi que ce soit sur la véritable apparence du monstre, juste des remous dans l'eau. Les Pictes n'ont laissé aucune trace écrite. Mais Kate a déniché des gravures sur pierre qui pourraient me donner des indices quant à l'identité de cette créature sauvage. C'est la bête Picte. Et généralement, on voit là-dedans une sorte de monstre de rivière ou de lac. C'est un folklore qui n'est pas spécifique au nord de l'Écosse. Il y a certainement une connexion avec des sources vikings et scandinaves dans le cas de ce monstre de rivière ou de lac en particulier. Ma quête pour découvrir la vérité qui se cache derrière la légende m'emmène dans une nouvelle direction. Kate m'a donné des indices qui renvoient mon investigation bien plus loin dans le passé. Cette histoire de monstre aquatique n'est pas simplement une chronique journalistique née dans les années 30. Il existe en réalité un récit écrit, il y a 1500 ans, sur une rencontre avec une bête suivie de la mort d'un homme dans le fleuve Ness. À la même époque, des gens ont laissé des gravures énigmatiques de ce qui semblait être une étrange créature aquatique, et je me demande si ces deux choses peuvent être liées. Ce qui est encore plus intriguant, c'est le fait que ces mythes de monstres écossais, vieux de plusieurs siècles, puissent avoir des connexions avec les Vikings. Je dois bien étudier les preuves afin de comprendre où me diriger par la suite. Je n'ai pour l'instant pas trouvé une seule créature qui, selon moi, pourrait correspondre au témoignage sur le monstre du lac. Peut-être devrais-je m'intéresser de plus près aux anciennes origines de la légende. Cela pourrait-il me rapprocher de la vérité? Les origines du monstre du Loch pourraient-elles venir de l'autre côté des mers septentrionales? Les vaisseaux vikings parcouraient des milliers de kilomètres dans l'océan Atlantique Nord. Les commandos de Scandinavie prirent d'assaut et colonisèrent l'Écosse et établirent un avant-poste reculé en Islande. Ces guerriers coriaces étaient persuadés que ces mers froides abritaient de monstrueuses créatures. Des histoires sur certaines de ces bêtes sont encore bien vivantes dans la mythologie scandinave, et elles pourraient détenir les indices dont j'ai besoin. Les Vikings ont mis leur légende par écrit il y a environ 800 ans, en Islande, où certains textes anciens ont survécu jusqu'à nos jours. Pour suivre cette intuition selon laquelle les Vikings pourraient détenir le secret du Loch Ness, je dois maintenant me rendre à la limite du cercle polaire arctique. L'Islande est une terre de feu et de glace, une île gelée littéralement lacérée par l'activité volcanique. Contrairement aux roches écossaises ancestrales, l'Islande est forgée en permanence. Le pilote et champion de rallye Omar Ragnarsson, qui a plus de 70 ans, m'embarque dans un voyage mouvementé pour me montrer où se trouve la plus grande quantité d'eau douce de l'île. Les processus qui forgent cette île ont lieu de manière cachée sous l'océan habituellement. Mais ici, cette roche en fusion remonte à l'air libre. Et lorsque ça se produit, on est tellement au nord que cette roche est alors broyée par la glace. On a donc une géologie qui est complètement à nu. C'est un paysage absolument unique. L'Islande se trouve à la limite du cercle polaire arctique. Et 11% de la surface de l'île est enfouie en permanence sous la glace et les glaciers. Les eaux de cette fonte alimentent des centaines de lacs et de rivières qui s'écoulent sans fin jusqu'à l'océan. Depuis l'époque viking, les Islandais racontent d'innombrables histoires sur de dangereux monstres aquatiques. Mes voyages m'ont démontré que les mythes ont pour origine des créatures bien réelles. Et je n'abandonnerai pas avant d'avoir mis la main sur un animal de chair et de sang. Les habitants de cette île glacée et reculée se sont toujours nourris de l'océan. La pêche est dans la peau des Islandais. Les ports de l'île abritent plus de 1600 bateaux de pêche.
C'est donc rapidement que j'obtiens ma première piste sur un prédateur agressif. Et c'est un pêcheur marin du nom de Berktor qui me la donne. C'est un poisson tout en muscles, avec une grosse tête et de grandes dents, et une large gueule. D'accord, ils font jusqu'à quelle taille? Le plus gros que j'ai vu devait faire 20 ou 22 kilos. D'accord. Oui, et voici le genre de ligne qu'on utilise. Il me montre le matériel utilisé pour les attraper depuis les bateaux. En acier chromé. Il me montre également une dépouille macabre. C'est le Steinbitur, ce qui signifie apparemment croqueur de pierre. Ses dents sont très acérées et sa mâchoire clairement très puissante. Il ne faut pas approcher les mains de ces bestioles quand elles sont vivantes. Je n'ai là que la tête de la créature. Je n'ai donc aucune idée de ce à quoi ressemble le reste de ce terrible prédateur. Mais Berktor me dit que l'on peut parfois en attraper depuis les rives rocailleuses. Oui. Il y a quelque chose. La célèbre morue. 3 nageoires dorsales typiques et le barbillon au milieu du menton. Ça montre qu'il y a des poissons dans ces eaux. Mais ce n'est toujours pas ce que je cherche. Je vais lancer une deuxième ligne pour essayer de faire sortir ce prédateur de sa cachette. Les poissons que je pêche, un colin, un petit poisson plat, étaient aussi bien connus des anciens Vikings, il y a quelque chose, que de leurs descendants islandais aujourd'hui. C'est un aigle fin, beau poisson. Mais l'abondance de poissons plus petits sème la confusion. Au moins, j'ai constaté la richesse de ces eaux en termes d'espèces. Mais ça fait partie du problème. Cette piste prometteuse que j'ai obtenue du pêcheur sur le croqueur de pierre, je ne peux pas l'explorer. Parce que tous les petits poissons mordent l'appât avant que ce puissant prédateur ne puisse même s'approcher. Le pêcheur Berktor m'a parlé d'une autre créature effrayante que l'on trouve dans les eaux de cette île. Un prédateur énergique qui patrouille dans un lac d'eau douce. Peut-être aurais-je plus de chances de mettre la main sur une bête monstrueuse à cet endroit. Ce lac était un lieu central dans la vie des Vikings. C'est sur ses rives qu'ils fondèrent leur parlement, le premier de l'histoire. Cette eau est célèbre pour sa clarté, mais cet endroit possède un visage plus sombre. Pendant des siècles, on y noyait les femmes pécheresses, et leurs corps n'étaient apparemment pas les seuls dont on se débarrassait ici. Cet apport peu commun en nourriture fraîche a-t-il permis à certains poissons de devenir les géants dont j'ai entendu parler? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le problème ici, c'est que je peux voir les poissons. Je peux voir les mouvements dans l'eau, les formes. Elles ne sont pas très claires, mais l'eau est très transparente. Donc du coup, je dois rester baissé. Je dois aussi lutter contre le vent, qui rend le tout assez difficile, et je dois aussi faire attention aux rochers juste là. Mais avec une eau si anormalement claire, il y a une autre façon de voir ces créatures de près. La visibilité est bien meilleure que dans le Loch Ness, mais l'eau est aussi bien plus froide. Le poisson que je voyais depuis la surface s'avère être un noble chevalier, et il y en a ici beaucoup.
Je suis là à battre des palmes très doucement et ça remue les sédiments qu'il y a au fond. Il y a un gros omble qui arrive. Ils prennent des bouchées entières de ce que je remue. Il peut y avoir des œufs d'insectes ou d'autres choses là-dedans. Ils sont juste là. Les ombles chevaliers sont les poissons les plus nombreux du Loch Ness, qui est en comparaison bien désert. Mais ils sont là-bas presque invisibles, dans ces eaux profondes et colorées par la tourbe. Je soupçonne ces poissons d'être la proie du prédateur dont j'ai entendu parler, mais qui jusque-là n'est visible nulle part. Je découvre qu'un homme, de l'autre côté du lac, possède une astuce pour attraper les prédateurs aquatiques. Johan Sturlason me présente le huralé légendaire d'Islande. Une truite prédatrice gigantesque. Comparé à la truite brune qu'on trouve en Angleterre ou en Amérique du Nord, c'est un véritable monstre. Celle-ci doit faire 7 kilos, mais elles peuvent apparemment peser des fois jusqu'à 12 ou 15 kilos. Ce lac a vraiment quelque chose de spécial. Ces truites sont tellement puissantes qu'elles doivent être baignées dans un anesthésiant avant d'être manipulées. Depuis des années, Johan consacre sa vie à attraper et marquer ses prédateurs, à essayer de comprendre comment et pourquoi ils atteignent de telles dimensions. Le lac lui-même est très productif. On a énormément d'ombles, qui sont le plat principal au menu des truites. Donc ces truites ne se nourrissent pas de larves d'insectes ou de ce genre de choses, mais de plus petits poissons. Oui, et elles peuvent prendre plus de 3 kilos par an. 6 livres par an? Oui. Wow, c'est impressionnant. Pour les plus gros spécimens, les mâchoires font cette taille. On peut mettre sa tête à l'intérieur. Les études de Johan ont montré que pendant l'hiver, la nuit, ces truites traversent le lac jusqu'à des sources d'eau chaude volcanique pour maintenir leur corps à bonne température. Cela leur permet de digérer leur nourriture et de continuer à chasser là où d'autres poissons sont quasiment endormis. Ce sont des durs à cuire. Mais pas au point d'inspirer la terreur aux Vikings et de donner naissance à la légende d'un monstre aquatique. Mais Johan me parle d'un autre lac, à l'est, que beaucoup d'Islandais croient abriter une ancienne créature. Ce qui me frappe à propos de ce lac, c'est sa ressemblance avec le Loch Ness. Il est très long, en comparaison très étroit, et à certains endroits clairement très profond. Mais la grande différence, c'est l'eau. Ce lac est alimenté par une eau qui s'écoule directement d'un glacier. Un glacier qui continue de moudre la roche en poussière. Ces eaux sont donc en permanence pleines de sédiments. Au Loch Ness, la visibilité était déjà plutôt moyenne, mais ici elle est quasiment nulle. On ne voit rien, à moins que l'animal ne remonte à la surface. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au printemps dernier. En regardant par la fenêtre de sa cuisine, un fermier effaré a vu une ancienne légende prendre vie sous ses yeux. Je rencontre l'Islandais Hjörtur Kjerov pour comprendre exactement ce qui a émergé de ces eaux boueuses. Il était donc dans sa cuisine, juste là, à se faire son café du matin, quand il a regardé par la fenêtre et il a vu quelque chose. Au début, il n'a pas vraiment réalisé, puis il a remarqué cette chose étrange dans l'eau et il est allé chercher sa caméra. Hjörtur a enregistré la toute première vidéo d'une créature longtemps décrite sous le nom de ver de l'Eyjafjallajökull, au milieu des dernières glaces du printemps. C'était juste là? C'était littéralement à quelques mètres, à 10 ou 15 mètres de la rive. Ça bougeait comme un serpent et ça allait contre le courant. Combien de temps c'est resté là? C'est resté là un bon moment. Il l'a regardé pendant plusieurs minutes. Il a commencé à observer d'ici, puis il est allé à l'extérieur. Il a fini par s'en aller parce qu'il avait du travail. Quand il est revenu, il faisait nuit, et au matin, plus rien. Hjörtur croit sans aucun doute que ce qu'il a filmé est réel.
Et la chose correspond parfaitement à la description de la créature dont on témoigne ici depuis des centaines d'années. Je suis sûr que sa vidéo est authentique, et ils n'ont pas monté de toutes pièces comme les images du Loch Ness. La photo la plus célèbre du lac écossais fut plus tard reconnue comme étant celle d'une maquette sculptée montée sur un sous-marin télécommandé. Certains pensent que les images de Yortour montrent des plaques de glace évoluant autour d'un filet coincé dans une branche submergée. Mais d'autres sont persuadés qu'il s'agit là de la bête de légende. Cette tête reptilienne correspondrait exactement à la description de ce prédateur aquatique. La seule façon de tirer des conclusions, quelles qu'elles soient, est de résoudre le mystère par moi-même. Mais les eaux troubles, ici, en disent peu. En regardant l'eau de près, on se rend compte qu'elle est très boueuse. On peut à peine voir dedans. Donc il est difficile d'imaginer qu'un prédateur qui fonctionne à la vue puisse y vivre. Ce n'est pas seulement ce qui se trouve dans l'eau qui opère à l'aveugle, mais moi également. Il semble que ce monstre ait disparu avec la glace. Mais tout comme celle du Loch Ness, la légende du Laiafliot court depuis des siècles. Étant donné la relation personnelle que les Vikings entretenaient avec toute chose aquatique, je me demande si certains de leurs contes ne sont pas en réalité de véritables témoignages sur ce qui se trouve dans l'eau. Je dois comprendre d'où le monstre de Yortour tire son origine. J'ai entendu parler d'un homme qui pourrait peut-être m'aider. Un prêtre et historien qui s'est donné pour mission de découvrir et de référencer tous les monstres aquatiques d'Islande. Seyudur Ayeson me montre un trésor national, une carte vieille de 400 ans, littéralement recouverte par des dessins de bêtes aquatiques. Il y a des histoires sur ces créatures? Oui, tout à fait. Par exemple, celui-là, on l'appelle Strokul. Ça veut dire « celui qui bondit ». C'était une baleine dangereuse. Là, c'est très certainement le Lyngbak. C'était censé être la plus grande de toutes les baleines. Lyngbak veut dire une forêt sur le dos, comme s'il s'agissait d'une île. Il était censé être très grand. Très grand. Est-ce qu'il y a des traces écrites de grands poissons dans ces eaux islandaises? Nous avons une histoire qui date du Xe siècle, dans les sagas de l'Islande médiévale, sur un garçon à qui on a demandé de transporter un gros poisson depuis un bateau. S'il y arrivait, il pouvait le garder. Il y est parvenu. Certains disent que c'est une espèce de requin qu'il portait. Donc même si on est au nord, dans les eaux froides, vous avez des requins au large des côtes islandaises. Oui. Je n'avais jamais pensé qu'un requin puisse être un prétendant au titre de terreur des Vikings. Ce n'est clairement pas une espèce que j'ai attrapée auparavant. Je ne connais pas de géants prédateurs qui vivent aussi loin au nord. Quel est donc le nom de cet énorme requin? Hakarl. Ça veut aussi dire l'unique. Et on le mange en Islande depuis des millénaires. C'est même délicieux. On en mange encore? Oui, c'est très bon. C'est une information extraordinaire. Je suis venu ici pour en savoir plus sur le monstre que Yortour a aperçu dans le lac. Et je finis par entendre parler de toute une ménagerie de bêtes aquatiques, dont l'une, le Hakarl, était combattue par les Vikings et appréciée pour sa viande. Un requin prédateur vivant en eau froide pourrait-il avoir sa place dans la légende du Loch Ness? S'il possède la nageoire dorsale emblématique qu'ont la plupart des requins, cela l'aurait trahi. Il me faut éclaircir tout cela. Seyudur m'a parlé d'une ferme reculée au milieu d'un désert de roches volcaniques, où l'on s'occupe de la viande de ces requins géants. Les morceaux de viande suspendus ne me donnent aucun indice quant à l'apparence générale de l'animal.
La famille de Gideon Hildebrandsson prépare la viande de Hackarl dans leur ferme reculée depuis l'époque de son grand-père. Bonjour. Bonjour. Voici le Hackarl, au stade final de sa préparation. Oui, je vois que ça goûte. Il est à l'air libre simplement pour sécher? Oui, il sèche ici pour avoir une meilleure texture. Qu'est-ce que vous faites avant cette étape finale? Tout d'abord, la viande est coupée en morceaux de 5 ou 10 kilos. Puis on la laisse dans des caisses en bois pendant peut-être 6 ou 9 semaines pour la fermentation. Vous ajoutez du sel? On n'ajoute rien du tout, rien. C'est 100% naturel. Et on fait ça pendant les mois les plus froids, parce que le processus doit se dérouler lentement. S'il fait trop chaud, la transformation se fait trop vite. Et le résultat peut être mauvais. Lorsque la viande est fraîche, elle est toxique. C'est pour ça qu'on met en place ce processus de fermentation. Et après ça, on suspend les morceaux ici pour le séchage. Ce procédé est vieux de plus de 400 ans en Islande. C'est quelque chose de très ancien. Apprendre que sa chair est pleine de poison ne fait qu'ajouter à l'aura sinistre qui émane de ce mystérieux requin. La fermentation décomposerait les toxines, mais dégage une forte odeur d'ammoniac. La viande que je suis sur le point de goûter sent l'urine. Ça a un arrière-goût très prononcé. Ça fait effet au fond de la gorge après la première bouchée. Ça ne ressemble à rien que j'ai goûté auparavant. Oui, c'est unique. C'est préparé, mais ça n'est jamais cuit. Rien n'y a été ajouté. Ça n'a fait que rester là pendant plusieurs mois. Mais je peux concevoir qu'à cette époque, avec un tel poisson sur les bras qu'on ne pouvait pas manger d'un coup, il fallait en faire quelque chose pour ne pas jeter la viande. Donc c'est une méthode traditionnelle. C'est très fort au fond de la gorge. Ça dégage. C'est comme un fromage très fort, dans un sens. Mais c'est aussi très clairement du poisson. Quelle taille fait l'animal tout entier? Ils font de 3 à 6 mètres de long et de 500 kilos à plus d'une tonne. Waouh! Ils sont très gros. Vous n'auriez pas un spécimen entier ici, par hasard, sur lequel je puisse jeter un œil? Non, mais attendez. D'accord. Oh, d'accord. Ça, c'est sa mâchoire. Cette mâchoire est particulière. Ce requin possède 2 types de dents différents. Donc ces dents-là agrippent la nourriture, quelle qu'elle soit, puis en secouant la tête, ces autres dents découpent la viande. Oh, c'est coupant. Bien, d'accord. Qu'est-ce que vous trouvez dans leur ventre? On trouve souvent de la viande de phoque ou de baleine. Des fois, j'ai vu des morceaux d'ours polaire, comme la peau ou un bout de patte avant. Vous pensez que l'ours polaire était mort quand le requin lui a arraché la patte? Non, je sais pas. Il est très probable que l'ours ait été en train de nager. Vous pêchez vous-même ces poissons? Non, je ne les pêche pas. Ni moi, ni nous, plus maintenant. On ne fait que traiter la viande ici. D'où vient la viande alors? Elle vient de gros bateaux, de gros chalutiers qui les pêchent de façon accidentelle. Mon grand-père le faisait à une époque. Comment s'y prenait-il? Il se servait d'une ancre avec une chaîne. Et il y accrochait de la viande de phoque ou de la viande de cheval. D'accord. Sur un gros hameçon, sur une chaîne et un gros appât. Ouais. Si je veux en voir un vivant, il faut que j'aille parler à quelqu'un qui travaille sur l'un de ces gros bateaux. Oui. Les choses ont pris une tournure étrange et assez spectaculaire. Qui aurait cru que dans ces eaux se trouve un énorme requin qui dépasse bien les 500 kilos? Les seuls requins prédateurs de cette taille que je connaisse ne peuvent survivre dans ces eaux glacées. Et rien qu'en regardant les dents, je peux vous dire que ça ne ressemble à aucun requin que j'ai rencontré auparavant. Mais ces gens-là le pêchent et le mangent depuis des siècles. La meilleure chose qu'il me reste à faire, c'est embarquer sur un bateau en espérant que ce dernier attrape l'un de ces géants. Mais un problème se présente. Il s'avère que beaucoup de ces bateaux ont déjà atteint leur quota et qu'ils ne vont pas repartir en mer. Ceux-là vont rester au port des semaines, si ce n'est des mois.
J'ai vraiment l'impression d'être dans une impasse. J'ai parcouru bien trop de chemin pour abandonner maintenant. Je finis par obtenir le nom d'un pêcheur qui peut les attraper, mais pas ici en Islande. Il se trouve à des milliers de kilomètres, en Norvège. Ma mission, qui avait commencé en Écosse, a pris un tour surprenant jusqu'en Islande, pour trouver la créature au cœur de la légende du Loch Ness. Je retrace les voyages des Vikings jusqu'à leur terre d'origine en Norvège et jusqu'à l'ancienne capitale de leur royaume maritime, Trondheim. Lorsque les Vikings partirent d'ici pour coloniser de nouvelles terres, ils répandirent des contes sur de terribles monstres aquatiques à travers leur empire grandissant, des fjords de Norvège jusqu'au lac d'Islande et aux îles et Highlands écossaises. L'un de ces contes parle d'un requin géant. Des rencontres avec ce mystérieux prédateur des eaux froides auraient-elles semé les graines d'une légende? Une légende qui se serait propagée jusqu'aux rives du Loch Ness. Ce n'est qu'en débusquant ce requin mystérieux du nom de Hakarl que je le saurai. Les montagnes austères de Norvège sont truffées de fjords creusés par des glaciers qui plongent à des centaines de mètres sous la surface. Le labyrinthe ultime pour un monstre. Mais par où commencer? On me donne le nom d'un pêcheur professionnel qui travaille dans un fjord de 130 km de long qui relie Trondheim à la mer. On me dit qu'il est l'une des rares personnes qui puisse m'aider à attraper ce mystérieux requin géant avec une canne à pêche. J'entends dire que Fredrik Kullin possède même des clichés de cette étrange bête. Ils n'ont pas cette énorme nageoire dorsale. Elle est toute petite. Et ils sont d'un gris presque noir. Et cette chose dans l'œil? C'est un parasite que l'on trouve sur presque chaque poisson. Les scientifiques pensent que ça le rend aveugle. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lumière là-dessous. Ils sont presque à 600 mètres de profondeur. Ils chassent en se servant d'autres sens, notamment l'odorat. Cette créature n'est comparable à aucun autre requin, avec son corps sombre et tout en longueur, ainsi que sa petite nageoire dorsale. Sans l'aileron si caractéristique, j'ai bon espoir que ce soit le prédateur que je recherche. Je ne me souviens pas des dimensions de celui-là, mais... Bien que je n'en ai jamais vu de mes yeux, je reconnais cet animal. En Islande, on l'appelle le Hakarl, mais je le connais sous le nom de requin du Groenland. Une créature presque inconnue pour la science moderne et filmée pour la première fois en liberté il y a seulement 10 ans. Les requins du Groenland vivent plus au nord que n'importe quel autre requin et sont la seule espèce à chasser sous la glace arctique. Leur territoire correspond exactement au royaume viking, du Groenland à la Norvège, en passant par l'Islande et surtout l'Écosse. On sait que les Vikings mangeaient sa viande. Ils devaient donc très bien connaître ce monstre. Mais paradoxalement, nous ne savons presque rien de ces animaux. La seule façon pour moi de savoir s'ils peuvent appartenir à la légende est donc d'en attraper un. Mais le défi sera monumental. Ici, ces requins vivent au fond d'un fjord de 600 mètres de profondeur. En prenant un peu de recul sur la chose, je me rends compte que ces bêtes sont comme une poignée de grains de riz éparpillés au hasard au fond d'une piscine. L'envie d'abandonner est forte. Ce sera la première fois que j'essaie de pêcher à de telles profondeurs. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre toute une nouvelle méthodologie. Nous sommes à la fin de l'automne. Et dès le début de l'hiver, la pêche aux requins dans ce fjord sera impossible. Avant de pouvoir commencer à pêcher le requin, on attrape des appâts.
La dernière fois que j'ai pêché dans un endroit du même genre, j'étais dans le Firth de Moray, au nord du Loch Ness. C'est une méthode très similaire. 6 ou 7 leurres très simples qui ressemblent à des plumes, bien que maintenant, souvent, ils aient tendance à être en plastique. Comme dans le Firth de Moray en Écosse, ces eaux froides grouillent de proie. La boîte à appât étant à moitié pleine, on s'enfonce dans le fjord pour chasser le requin du Groenland. On essaie de cibler la limite entre les rochers et la terre glaise. On dirait que c'est là qu'il se balade, le long de cette limite, à la recherche de nourriture. Travailler à ces profondeurs demande beaucoup d'efforts, ainsi qu'une grande précision et une vigilance accrue. Se faire prendre dans les cordages offrirait un aller simple jusqu'au fond du fjord. On va utiliser entre 800 et 1000 mètres de ligne d'ancrage, ici. D'accord, c'est énorme. Oui. Il faut assez d'élan dans la corde pour que l'ancre puisse bien s'enfoncer dans le sol. Je vais me servir des lignes les plus longues à l'aide desquelles j'ai jamais pêché. Impossible donc d'avoir recours à un monofilament en nylon. Il traînerait trop dans le courant et nécessiterait un énorme moulinet. Je vais au lieu de ça utiliser une tresse. Elle est très fine et très solide, mais présente un défaut majeur. On se sert de ces longs bas de ligne en monofilament pour protéger la tresse. La peau du requin est comme du papier de verre. Si sa peau touchait la tresse, ce serait fini. Oui, immédiatement. À l'époque, pour les attraper, les pêcheurs utilisaient de l'appât complètement rance. Et ça me plaît pas. Non. On les laisse 24 heures sans glace. Et ils dégagent une odeur très forte. Je travaille sur les 3 autres lignes, tandis que Frédéric vérifie notre position avec son second, Willem. Mais déjà, un problème se présente. On est parti à la dérive. L'ancre a été tirée, donc il faut recommencer tout le processus. Les manœuvres avaient pris plus d'1 heure. Mais il faut remonter 800 mètres de ligne avant que le bateau ne soit repositionné et l'ancre jetée à nouveau. On a appâté les lignes et on va maintenant vérifier qu'on n'est pas en train de partir à la dérive avant de les mettre à l'eau. Si on a de la chance, on restera ici et on n'aura pas à jeter l'ancre ailleurs. Je n'ai jamais pêché aussi profondément avec un appât. On aura déroulé entre 500 et 800 mètres de ligne quand ça touchera le fond. Remonter l'appât pour le vérifier va être très physique. Et remonter un gros poisson de ces profondeurs aussi. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Mes lignes descendent au cœur d'un vaste paysage caché, comme un grand canyon sous-marin. Mais le sonar de Frédéric ne peut repérer les requins qui rôdent au fond. Ils se trouvent trop bas et leurs corps sont trop denses pour être différenciés du plancher de l'abysse dans lequel ils chassent. On a mis toutes nos lignes à l'eau. Maintenant, il faut attendre et garder l'œil sur les cannes à pêche. Là, évidemment, elles bougent, mais ces mouvements correspondent à ceux du bateau. Ce qu'on cherche, nous, c'est un mouvement qui soit différent, qui ne soit pas imputable au tangage du bateau. Soit la canne se courbe au mauvais moment, soit elle se tend vraiment, soit quelque chose prend l'appât et file avec, et dans ce cas-là, on va l'entendre. Ça va dérouler la ligne du moulinet, et ça va nous avertir de façon audible. Mais notre tâche, en gros, c'est surtout de regarder l'extrémité des cannes pour l'instant. Le soleil a beau briller dans le ciel, les températures frôlent les moins 15 degrés centigrades, et nous attendons un signe. Au bout de 2 heures, nous remontons toutes les lignes pour vérifier les appâts. Les 4 lignes confondues, c'est presque 2,5 km de lignes et 10 kg de métal que je dois remonter de mes mains. Tout mon bras me brûle.
Ça fait 20 minutes que je mouline. Il n'y a pas de poisson au bout de la ligne. C'est juste le plomb et ce qui reste de l'appât. Le combat est plus difficile contre ça que contre beaucoup des poissons vivants que j'ai attrapés. Voilà pourquoi il faut vérifier les appâts régulièrement, parce qu'ils se font dévorer par de plus petits poissons. Il se pourrait qu'un requin attrape cette chose, mais ce n'est pas un appât très efficace et très appétissant. C'est pour ça que je viens de passer 25 minutes à remonter les lignes pour y jeter un coup d'œil. Il faut à nouveau appâter toutes les lignes et les renvoyer à 600 mètres de profondeur. Malgré la distance extraordinaire qui sépare l'extrémité de la canne à pêche de l'appât, la ligne est étonnamment sensible. L'appât est maintenant au fond, et je peux sentir quand la ligne se tend. Je vais remettre un peu de mou. C'est prêt. Chaque ligne étant réglée correctement, l'attente recommence. Mais il y a un problème. L'eau dans le fjord est en mouvement. C'est très dur de présenter un appât comme il faut à cet instant, parce que la marée est forte. Il y a beaucoup de méduses et d'algues qui nous arrivent dessus, et certaines de ces choses se prennent dans les lignes et descendent le long des lignes. Le courant attrape tout ça et soulève plein de choses du fond. Donc, je pense que les appâts ne sont probablement plus en bas. En les remontant, j'imagine qu'on va trouver plein de déchets le long de la ligne. Donc on attend que la marée se calme. Et avec un peu de chance, on pourra recommencer à pêcher de manière un peu plus efficace. Les heures passent sans réel mouvement de la part des cannes à pêche. Et je commence à me demander si j'ai ou non manqué les signaux. C'est intéressant cette sorte de... Attendez, vous avez vu? Ça bouge? Ça tire vers le bas? Oui, enfilez le harnais. Celui-là? Oui. Le harnais devrait empêcher le géant de m'arracher violemment la canne à pêche des mains. Oui, il y a quelque chose. Oui. Et j'ai l'impression que la bête pèse une tonne. On remonte le reste. Il faut ramener les autres lignes avant que je puisse faire remonter la bête au bout de la mienne. Autrement, le poisson pourrait s'en mêler et se faire piéger sous le bateau. On dirait que ça tire pas mal de ce côté-là. C'est bon? Oui. C'est un pochetot? C'est un pochetot de Norvège. D'accord. Cette étrange créature venue du fond du fjord fut signalée pour la première fois ici à Trondheim. Il est extrêmement rare de les apercevoir en surface. La fantastique imagination des cartographes nordiques semble maintenant bien insipide comparée à la réalité des lieux. C'est un animal très impressionnant, très étrange et aussi très rare. Frédéric dit que ces animaux n'ont été remontés que 4 fois à la canne à pêche auparavant. Il faut prélever un morceau de tissu. Ces bêtes-là ne voient pas souvent la lumière du jour. Frédéric travaille avec un scientifique de l'université de Tromsø qui collecte toutes les données de ces prises de requins et pochetaux. C'est la couleur du poisson que je cherche. La peau dessous présente ce côté rugueux. Mais ce n'est pas du tout la bonne forme. Les pochetaux sont des poissons plats. C'est une raie très étrange, visuellement, mais ce n'est toujours pas le poisson que je cherche. Ce poisson est né dans l'obscurité et n'avait peut-être jamais vu la lumière du jour jusqu'à présent. Ses yeux sont très lumineux. Il ne peut pas y avoir beaucoup de lumière à la profondeur où vit cette chose, mais apparemment elle se débrouille pour y voir. Nous ne voulons pas traumatiser ce rare visiteur de notre monde. Nous devons donc le marquer et le mesurer aussi vite que possible. 125. 125 cm de large et 180 de long. Les requins et les raies font partie des rares poissons à pouvoir survivre en étant remontés de telles profondeurs. Ils n'ont pas développé de vessie natatoire remplie de gaz comme les autres poissons. Vessie qui pourrait éclater en remontant.
C'est un peu un alien, une chose bizarre qui vit dans un environnement bizarre. Certains passent leur vie à attendre l'occasion de rencontrer un monstre, ici et au Loch Ness. Toujours pas de signe du requin du Groenland. Cette trait est plus rare que lui. Alors où est-il? Les appâts doivent être changés, les lignes redéroulées, et la chasse peut continuer. Je vais faire quelque chose avec une de ces lignes. Je veux juste obtenir une idée du genre de conditions dans lesquelles ce requin évolue. Au genre de profondeur dont on parle, la pression est de 50 ou 60 ATM. C'est 50 ou 60 fois la pression que l'on ressent ici. Donc j'ai là un bidon vide. Le bouchon est bien vissé. Il n'y a que de l'air à l'intérieur à cet instant. Je peux le compresser un peu, mais pas plus. Je vais l'envoyer là-dessous et voir dans quel état il remonte. Nous n'allons pas remonter la ligne simplement pour le vérifier. Nous allons attendre le prochain changement d'appât dans environ 2 heures. Le fjord de Trondheim est la cachette idéale à l'intérieur des terres et dispose aussi d'une position géographique stratégique grâce à son accès à la mer. Les corps de plusieurs calmars géants ont été retrouvés sur ses rivages. Il est clair que cet abysse extraordinaire est pour des géants une retraite idéale. De mon point de vue, maintenant, on s'avance dans la nuit. Les températures vont chuter. Mais du point de vue du requin, il n'y a sans doute aucune différence. Il vit constamment dans le noir et constamment dans le froid là-dessous. Mais nous, on va continuer de pêcher. Je ne sais pas, peut-être jusqu'à minuit, peut-être au-delà. Mais ça va augmenter la difficulté du défi. Si on ferre un poisson, procéder de nuit va s'avérer un peu plus compliqué qu'en plein jour. Je ne peux que deviner ce qui vit dans l'obscurité perpétuelle en dessous de nous. Mais alors que nous remontons les appâts avec difficulté, en les vérifiant un par un, nous nous rendons compte que les requins du Groenland sont loin d'être seuls. Voilà une pristure à bouche noire. On ne l'avait même pas ferré. Il avait dans la gueule le bout d'une queue de maquereau et il s'y est accroché jusqu'en haut. On appelle ça une pristure à bouche noire à cause de cette couleur noire très caractéristique à l'intérieur de sa gueule. Nous remontons les autres appâts pour les vérifier. Je vais enfin avoir les résultats de mon test de pression. On voit le plomb. Bien, c'est le moment de vérité. C'est le petit bidon que j'avais mis à l'eau. On a 10 mètres de ce fil en nylon épais d'abord. Il a été complètement aplati. C'est une illustration très visuelle de la pression qui est exercée au fond de ce fjord. C'est un contenant en acier qui a été complètement écrasé. On dirait qu'une voiture lui a roulé dessus. Et c'est dans ces conditions-là que le requin vit quotidiennement. C'est vraiment un monde extraterrestre là-dessous. Ce sont des conditions très difficiles à imaginer pour un être humain. Le prochain appât que nous remontons en révèle encore plus sur le monde étrange qui s'étend sous nos pieds. Les habitants des profondeurs que nous hissons à bord sont de plus en plus repoussants. Il y a bien quelque chose qui se nourrit là-dessous. Ces choses, des poux. Il existe des centaines d'espèces de poux de mer. Et ils se nourrissent du mucus, de la peau et du sang des poissons marins. En plus d'être dégoûtants, les appâts ne durent pas. Il faut sans cesse les remonter et les changer. Alors que je m'apprête à remonter le 4e appât, sans être certain, je crois remarquer quelque chose d'étrange sur cette canne à pêche. Ouais, il y a quelque chose. Oh oui. Voilà. On était sur le point de s'arrêter là, et sur l'une des cannes à pêche, on a alors remarqué un tout petit mouvement sans rapport avec le tangage du bateau. J'ai appelé Frédéric pour qu'il regarde parce que je me demandais si j'hallucinais. Ça n'a bougé littéralement que 2 ou 3 centimètres. Puis ça a filé. La ligne a été emportée encore et encore, et ça a ralenti. Voilà où on en est.
Il y a beaucoup de lignes à remonter. Ça fait énormément travailler mes jambes et mes bras. Mais j'essaie de rester alerte mentalement parce que, apparemment, ces poissons peuvent remonter le long de la ligne. Si je remonte vite la ligne et que du coup le poisson reste tête vers le haut, j'ai encore le contrôle. Mais si le poisson remonte et que la ligne se coince d'une façon ou d'une autre, peut-être alors que je le remonte à l'envers ou de côté, dans un courant qui devient de plus en plus fort. Oui, ça pourrait être très intéressant. La résistance est grande. Et la prise semble très lourde. Mais est-ce le requin du Groenland? Des lumières de ce côté, s'il vous plaît. Ce n'est pas un requin. C'est un pochetot. Je suis déçu. C'est un pochetot noir. Un petit cousin du pochetot de Norvège et à l'allure encore plus extraterrestre. Dans un sens, c'est très décevant. Je croyais que c'était un requin. Remonter l'une de ces choses dans cette eau, c'est comme remonter un couvercle de poubelle sur toute cette distance. C'est beaucoup de résistance sur la ligne. Sa gueule, sur la face inférieure, consomme tout ce que ce corps aplati trouve au fond du fjord, dans le noir le plus complet. Le courant l'emporte. Il va faire beaucoup de chemin pour rejoindre le fond. Ces 14 dernières heures, le fjord nous a révélé certains de ses résidents les plus étranges, mais aucune trace du requin du Groenland. Les heures se transforment en jours. Et avec l'hiver qui approche, je risque de manquer de temps. Des vents violents venus du nord commencent à jouer avec la météo au cœur du fjord. Et les températures passent sous les 15 degrés centigrades. Mais je dois continuer. J'ai éliminé toutes les créatures qui auraient pu inspirer la légende du monstre du Loch Ness. Il ne me reste que le requin du Groenland. En matière de pêche, la foi, ça fait tout, n'est-ce pas? Les requins sont bel et bien là-dessous. Il faut simplement mettre un appât devant l'un d'eux. C'est ce qu'on attend. Nous ne pouvons prévoir le moment auquel un requin du Groenland fera son apparition. Nous décidons alors de prendre le risque de nous avancer encore plus loin dans le fjord. Bien, on est presque au bout de la marée maintenant. Le truc, c'est que quand on pêche plusieurs jours d'affilée sans résultat, il y a toujours ce dilemme. Est-ce qu'on continue à pêcher au même endroit, là où on avait eu des résultats par le passé, ou bien est-ce qu'on essaye ailleurs? Aujourd'hui, on a opté pour la deuxième solution. On est venu un peu plus au sud, et on est à la limite de cette sorte de décharge. En gros, à l'époque, les gens lançaient tout un tas de trucs dans ces fjords, parce que l'eau est très profonde. Donc les vieux bateaux de pêche, les munitions datées, tout est là-dessous. Il est fort probable que tout soit enseveli dans la vase depuis. Mais on est à la limite de cette zone, à la limite entre la vase et les rochers. Une fois de plus, il doit y avoir 600 mètres de profondeur. Mais c'est un nouvel endroit, donc je suis plutôt optimiste. Les conditions sont plus calmes, les appâts sont descendus correctement, donc on reste là à observer les cannes à pêche. Le changement de lieu va-t-il nous rapprocher ou nous éloigner des requins de ce fjord? J'espère que cet arc-en-ciel est un signe. Mais avec le temps qui se gâte, j'ai comme le sentiment que cette occasion d'attraper le plus gros de tous les monstres est en train de me glisser entre les doigts. Nous pêchons à la limite d'une zone strictement interdite qui pendant des dizaines d'années fut utilisée comme une décharge à munitions. Frédéric a déjà repéré des grenades sur les lieux. À présent, les vagues et les puissantes rafales de vent tirent l'ancre et le bateau vers la zone dangereuse. Nous devons remonter toutes les lignes avant de pouvoir remonter l'ancre et sortir de ce champ de mine. Mais les lignes s'en mêlent sous le bateau. Le vent atteint la vitesse de 70 km/h. Les hélicoptères luttent pour porter assistance aux bateaux en détresse. Et nous venons tout juste de perdre la lumière du jour.
On se dépêche de retourner au rivage parce que c'est absolument impossible de pêcher dans ces eaux. Mais en plus de ça, l'ancre nous traînait. Elle nous emmenait au-dessus de la zone de décharge où il y a de vieux bateaux de pêche, des munitions, toutes sortes de choses là-dessous. Si j'avais eu un poisson à moitié remonté et que le temps est dégénéré, il aurait quand même fallu partir et peut-être couper la ligne. Mais j'espère que ça va se calmer ce soir, parce qu'en ce moment, c'est tout simplement impossible. J'ai parcouru presque 6500 km à la recherche de ce qui se cache derrière le monstre du Loch Ness. J'ai pêché jusqu'à 600 mètres de profondeur par des températures avoisinant les moins 15 degrés centigrades et des vents de force 8 ou 9. Je ne peux abandonner maintenant. Le lendemain, l'eau est calme. Mais pendant la nuit, Frédéric a entendu de mauvaises nouvelles concernant la météo marine. C'est vraiment ma dernière journée dans le fjord. Le temps est en train de changer. Le vent arrive de l'océan Arctique et apporte avec lui des températures encore plus froides et sans doute des vents de force 9. Ce genre de pêche, une pêche très sensible, ça n'est juste pas possible avec une météo pareille. Donc l'enjeu est très important aujourd'hui. Je suis si près et pourtant si loin. J'arrive presque à sentir la présence du requin sous mes pieds, mais encore à 600 mètres de profondeur. Comme le capitaine Ahab à la poursuite du grand cachalot blanc, je suis désormais un homme hanté. Je pense à tous ces gens sur les rives du Loch Ness toutes ces années qui ont regardé l'eau à la recherche d'un signe, d'une preuve, quelle qu'elle soit, d'une vie sous la surface. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici, sauf que je regarde l'extrémité de ces cannes à pêche en attente d'un mouvement révélateur, d'un indice sur ce qui vit là-dessous. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus de succès que les visiteurs du Loch Ness. Après des centaines d'heures de pêche, et après avoir ramené plus de 80 km de ligne, ma chance est-elle sur le point de tourner? Il y a un mouvement de haut en bas, mais ça pourrait être le tangage du bateau. C'est dur à dire. Quelle que soit la chose qui jouait avec mon appât, elle semble avoir disparu. On redescend l'appât? Ouais. Ouais? Alors que s'écoulent mes dernières heures, je commence à me perdre dans le sifflement sinistre des lignes. Je crois que ça bouge. Oui, oui. Vous sentez un vrai poids? Oui, oui. Ce n'est pas le plomb, c'est un poisson. C'est là ma dernière chance. Mais est-ce le monstre pour lequel j'ai parcouru tant de chemin? Il pourrait rester encore 50 ou 100 mètres. Je n'ai jamais eu à remonter de poisson sur une distance aussi grande, bien plus haut que l'Empire State Building. Il y a une pulsation, une sorte de pulsation très lente. Continuez, continuez. C'est ce que vous sentez? S'il s'agit d'un requin du Groenland et que sa peau rugueuse sectionne la tresse, j'aurais perdu ma dernière occasion. C'est très important de remonter les autres lignes pour s'assurer qu'on ne s'en mêle pas. Je crois qu'il s'approche du bateau maintenant. J'ai le bas de ligne en vue. Ok. Le voilà. Le requin du Groenland. Il est trop gros pour être hissé à bord. Nous ne ferions que le blesser en essayant. Nous devons le maintenir sur le côté du bateau.
C'est une créature monstrueuse, trouvée loin dans les terres et remontée de grandes profondeurs. On essaie d'accrocher la queue. Comme ça, on pourra se faire une idée de ses dimensions. Comparé à ce qui vit normalement à l'intérieur des terres, il est absolument énorme. Willem estime qu'il fait sans doute 200 kilos. Malgré leur taille, ces requins sont encore un mystère pour la science. Nous ne savons quasiment rien sur leur mode de vie, de reproduction ou de chasse. C'est très difficile de voir cette créature. Il fait nuit, mais c'est un animal long au corps massif. Il a une petite nageoire dorsale, pas du tout la nageoire droite des autres requins. Si celui-là était à la surface, on ne verrait pas ce triangle caractéristique sortir de l'eau. On aurait juste une petite bosse. Mais si je veux l'examiner de plus près, et s'il ne peut pas monter dans le bateau, je dois descendre à lui. Je n'ai d'autre choix que d'entrer dans l'eau glacée aux côtés du plus grand requin prédateur du monde, après le grand requin blanc. Même à travers cette combinaison étanche et 5 couches de vêtements, j'arrive à sentir à quel point l'eau est froide. Cet animal, lui, il vit en permanence, et pas ici, mais presque un demi-kilomètre plus bas. Il est d'un brun foncé. Si cette bête remontait et perçait la surface, on ne penserait pas à un requin. On ne saurait pas ce que c'est. Il ressemble à une coque de bateau retournée. Quel animal! On pense que ces requins mangent tout ce qui se trouve sur leur passage dans les profondeurs abyssales. Personne ne sait encore quelle menace potentielle ils représentent pour les humains. Je pense que je suis un peu trop près de sa gueule. Je vais reculer un peu. J'imagine que ça va être l'heure d'enlever l'hameçon et de le laisser retourner vers les profondeurs. Ouais. Ok, je remonte. Tandis que je sors de l'eau glacée, Frédéric accroche un marqueur au requin au cas où il referait surface un jour. On enlève l'hameçon, puis la corde. Oh, il est déjà parti. C'est presque irréel maintenant. J'ai presque besoin de me pincer pour y croire. On est à l'intérieur des terres, mais ce poisson est gigantesque par rapport à la faune habituelle. Et ça n'est pas qu'un très grand animal, c'est aussi un animal extraordinaire, et au sujet duquel on connaît très peu de choses. Beaucoup de gens, même ceux qui vivent ici, n'imagineraient jamais que de telles créatures se trouvent juste sous leur nez. Mais ce mystérieux géant, pourrait-il être la créature qui se cache derrière la légende du Loch Ness? J'ai pensé à de nombreux candidats. Des baleines, des dauphins, des phoques et des esturgeons. En passant même par des plésiosaures. Un par un, il m'a fallu tous les éliminer. Mais en Islande, la terre des mythes et des monstres vikings, je suis tombé sur un véritable prétendant au titre. Ah, Karl, ça veut aussi dire l'unique. Tout cela m'a amené au requin du Groenland, dans ce fjord abyssal en Norvège. Mais maintenant, je me rends compte à quel point cette rencontre était spéciale. C'était fabuleux de voir cette créature remonter des profondeurs au bout de ma ligne. J'ai vu cet animal de mes yeux. Je sais qu'il existe. Et je pense qu'il pourrait avoir inspiré certaines des histoires de monstres que les Vikings transmettaient à leurs propres enfants, ainsi que sur les terres qu'ils avaient conquises. D'expérience, je sais que beaucoup de mythes ont un fond de vérité. Je me demande maintenant si non seulement sa légende, mais cet animal en chair et en os pourrait avoir fait surface dans le Loch Ness. Mon voyage m'a mené jusqu'à un prédateur remarquable, qui est tellement secret qu'on ne sait presque rien à son sujet. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il vit exactement dans la bonne région du monde, où il chasse dans une eau incroyablement sombre, profonde et froide. Et on sait aussi qu'à de rares occasions, il peut remonter à la surface. Si vous étiez l'une des rares personnes à voir cette créature en chair et en os, vous seriez persuadé d'avoir vu un monstre. Peut-être même le monstre de rivière ultime, la légende de toutes les légendes. Mais qui vous croirait ?